Donc je vais présenter la plateforme Macrocosme de l'Écotron qui a servi à faire l'expérimentation que je vais présenter après. Je présenterai cette expérimentation, ses résultats, et ensuite je discuterai des problèmes que pose le fait d'avoir des expérimentations qui simulent d'une façon brusque des conditions climatiques, par exemple, du futur, et comment on pourrait éventuellement pallier à les problèmes que cela pose. Le principe de l'écotron, c'est hyper simple. On confine dans des enceintes un écosystème, ce qui permet à la fois de contrôler l'environnement d'une façon très précise, également et surtout de mesurer en ligne les processus en fonction des conditions que l'on impose dans ces enceintes. On travaille, comme en écologie, on compare différents facteurs, l'impact de différents facteurs à différents niveaux, etc., avec des répétitions, donc on a un minimum toujours de 12 unités pour faire les expérimentations. Le conditionnement, vous voyez des choses classiques, température, précipitation, CO2, mais on a la capacité aussi de manipuler les isotopes. Et au niveau des mesures de processus, on a ces différentes mesures, mais j'y reviendrai par la suite, et surtout à 12h30 par là pour la présentation des autres plateformes de l'Écotron. Alors, 3 plateformes effectivement. Macrocosme, celle que je vais présenter maintenant, où on est relativement proche des conditions in situ, avec des écosystèmes dans toute leur complexité, et on va jusqu'à Microcosme, où là on s'intéresse à des compartiments de l'écosystème, comme par exemple le sol, avec ses composantes microbiennes. Je voulais juste dire que l'infrastructure Écotron CNRS comporte aussi 2 plateformes à Fos-Juif, au sud de Paris, une plateforme Ecolab qui se rapproche un peu en taille des mésocosmes ici, et une plateforme Microcosme, principalement aquatique, et qui fait partie, c'est l'ensemble qui est l'infrastructure Écotron CNRS. Le principe donc pour la manip que je vais présenter, on a introduit des écosystèmes, vous les voyez ici, dans une enceinte qui est confinée par un plastique spécial qui était très transparent aux UV, et on a un circuit d'air dans l'ensemble, et on se sert de ce système ici comme système de mesure des échanges gazeux, c'est-à-dire qu'on a transformé en fait des bâtiments, des enceintes, des tuyaux en instruments de mesure, avec toute une série d'appareillages, d'astuces pour arriver à mesurer les flux d'une façon correcte, comme dans les petits instruments portatifs de mesure des échanges gazeux. Les conditions de lumière sont très proches de l'extérieur. Voyez, on a de l'ordre de 90% de transmission. Transmission dans les UV très, très bonne du fait du produit plastique spécial qu'on a utilisé. Une homogénéité de l'air aussi très bonne dans le système. On peut contrôler, c'est ce qu'on a fait dans l'expérimentation que je vais présenter dans quelques minutes. Soit on travaille à des niveaux élevés de CO2, par exemple 525 ppm ici, et que l'on peut comparer à des niveaux de CO2 proches de l'ambiant. Alors vous remarquerez ici que ce n'est pas très constant, c'est parce que dans ce plateau Macrocosme, on n'a pas la capacité d'enlever du CO2 de l'air, les flux sont trop importants, les débits sont trop importants. Et donc la nuit, on est dépendant de la respiration de l'écosystème et de la respiration des écosystèmes en dehors de l'écotron. Mais des teneurs en CO2 un peu plus élevées la nuit, malgré quelques articles publiés il y a quelques années, on n'a pas d'importance sur la physiologie de l'écosystème. On peut aussi contrôler ici, vous le voyez, les conditions isotopiques au niveau de l'air dans ces zones. Ça on a vu. Donc les mesures que l'on réalise en continu, les mesures de NE, le flux net de CO2 au niveau de l'écosystème, on a des mesures toutes les minutes, et on peut également mesurer le fractionnement du trait C, pas de fractionnement la nuit, fractionnement la journée ici. Au niveau sol, on mesure un certain nombre de choses grâce à des capteurs TDR, par exemple d'humidité insérés dans le sol, température. On peut extraire la solution du sol pour mesurer ces composants. Et voilà, les fluctuations d'humidité du sol. On mime l'extérieur pour une expérimentation IENA, par exemple, que l'on a faite ici. Bon, l'expérimentation que je vais présenter aujourd'hui, elle était
pilotée, décidée par l'INRA de Clermont-Ferrand, Jean-François Soussanin. Et la question était, lorsque l'on va se situer en 2050, un moment où les événements climatiques extrêmes vont être exacerbés, quel va être le fonctionnement d'une prairie de moyenne altitude? Donc, et sachant que dans 2050, le CO2 atmosphérique sera plus fort que ce qu'il est actuellement. Donc, l'expérimentation que l'on a réalisée, vous voyez ici tous les collègues qui ont participé à cette expérimentation, on a dans un premier temps prélevé in situ, et là il y a eu un travail très important, notamment du terrain d'expérience du CEF, de faire une machine spéciale pour aller couper les blocs d'écosystème. Il n'y a qu'au CEF qu'on peut faire ce genre de choses. Et ensuite, une fois prélevés, ces blocs ont été acclimatés dans l'écotron pendant pratiquement une année à la température de 2050. Ensuite, au début de l'expérimentation elle-même, on a appliqué 2 niveaux de CO2 dans 6 unités, autre niveau dans 6 autres unités, et ensuite, pendant l'été, on a appliqué les événements climatiques extrêmes, à savoir sécheresse prononcée et vagues de chaleur en plein milieu d'été. Et c'est là, ce que je discuterai ensuite, que l'on a un changement brusque de conditions, alors que dans la réalité, ce changement de conditions se fera sur 50 ans. En termes d'implication physique de ces modifications, vous voyez que au moment où on a appliqué le stress à partir de fin juin, donc on a une diminution de la teneur en eau du sol, bien entendu, et le stress pendant l'été, on a rajouté la vague de chaleur ici, et vous avez en comparaison la moyenne ici de 1090-2009, vous avez l'année 2003 qui est ici, et en rouge c'est donc ce qu'on a simulé, c'est-à-dire le changement entre maintenant et 2050, plus cette vague de chaleur qu'on a appliquée au milieu de l'été. Conséquence sur le VPD, bien entendu, le déficit de saturation de pression de l'air, et vous avez les conditions de CO2 que l'on a appliquées pendant l'expérimentation. Alors, résultat, vous avez ici, on va regarder la photosynthèse brute, c'est-à-dire la photosynthèse nette plus la respiration du sol et de l'écosystème. Donc on a une augmentation du flux de photosynthèse au printemps, ça correspond à la croissance normale de la prairie. Ensuite, on a effectué une coupe à ce moment-là, on mimait les conditions d'exploitation de la prairie, donc on a une chute de la photosynthèse à ce niveau-là, et ensuite on a un redémarrage qui est relativement faible du fait de l'arrivée des conditions de sécheresse. Alors ce qu'on voit, quelque chose d'assez classique, entre conditions de non-sécheresse, conditions climatiques extrêmes, le CO2 en rouge provoque une augmentation de la photosynthèse, c'est relativement classique. En conditions de sécheresse extrême, on voit que ce gain du fait du CO2 est plus important, ici. Alors je vais repréciser, donc le rouge c'est le CO2, ce qui est en pointillé, ce sont les événements climatiques extrêmes. Donc moins d'eau, moins de sécheresse, c'est des petits pointillés, il n'y a pas autant que quand c'est continu. Mais le phénomène le plus intéressant, c'est au niveau de la reprise ici. Vous voyez qu'à la reprise, le CO2 dans le traitement sécheresse ici, conduit à une reprise absolument phénoménale de la photosynthèse. Et si on prend cette schématisation ici, vous voyez deux zones pendant lesquelles le CO2 a un impact très important en combinaison avec les événements climatiques extrêmes, donc au début de la sécheresse et surtout à cette reprise ici. L'évapotranspiration, dans ces conditions de mesure, peu d'impact du traitement CO2, sauf peut-être un petit peu ici sur l'évapotranspiration. Bien sûr, celle-ci diminue pendant les conditions de sécheresse et de vagues de chaleur. Et la conséquence, c'est une augmentation du fait du CO2, de l'efficience d'utilisation de l'eau. Comment ce mécanisme, notamment de reprise au niveau de l'automne, peut s'expliquer, l'interaction entre les événements climatiques extrêmes et l'augmentation de CO2? Il s'explique en fait par le métabolisme de l'azote au niveau de l'écosystème. Vous avez ici l'azote dans l'ensemble du couvert
à la coupe de juin, où il y a pratiquement une petite diminution du CO2, ça c'est quelque chose de tout à fait classique par rapport aux conditions en CO2 ambiant, mais au niveau de la coupe d'automne, vous voyez que dans les conditions extrêmes qui sont ces deux barres ici, la teneur en azote est pratiquement presque le double. Et au niveau des racines, on a la même chose. Au niveau de la coupe de printemps, il n'y a pas d'effet. Par contre, au niveau de la coupe d'automne, les événements extrêmes provoquent une forte augmentation de la teneur en azote dans le système. On a mesuré également, Nathalie Froment-Roussef, la nitrification au niveau du sol, et on voit clairement que la nitrification est augmentée par le traitement événements extrêmes. Bilan général du système, si on prend en compte le bilan des échanges gazeux à partir des schémas que je vous ai présentés auparavant, plus les coupes qui ont été effectuées dans le système, pour avoir le bilan carboné, donc on obtient que en conditions, bon ça c'est les conditions contrôle si vous voulez, 2050 plus événements extrêmes, l'écosystème devient une source de CO2. Si on applique une augmentation de CO2 sans événements extrêmes, le puits que pose l'écosystème est augmenté. Et quand on combine événements extrêmes et CO2 augmenté, on n'a absolument pas de différence entre le contrôle. Donc on conclut que les événements extrêmes auraient pu être très négatifs pour le bilan carboné de cet écosystème, mais au travers de l'augmentation du CO2 qui va se produire entre maintenant et 2050, l'effet sur le bilan carboné est pratiquement nul. Donc, je vais essayer de discuter maintenant le fait qu'on prend un système tel qu'il est actuellement, avec sa composition floristique, avec sa composition au niveau des organismes du sol, et on applique immédiatement des conditions de CO2, notamment brusquement changées, alors que dans la réalité, il y aurait une cinquantaine d'années pour avoir ce traitement qui s'impose progressivement. Donc qu'en est-il des changements évolutifs qui pourraient se produire pendant ces 50 années? Qu'en est-il des changements de composition spécifiques en termes d'espèces dans la communauté? Et est-ce qu'il y a des changements au niveau de la physiologie de l'écosystème qui se mettent en place progressivement et qui pourraient faire en sorte que les conclusions que l'on tire sur des changements brusques d'expérimentation ne sont pas dans les mêmes conditions? Bon, bien entendu, ce que je discute ici, c'est valable pour des manips dans les cotrons, mais c'est valable pour n'importe quelle manip in situ, c'est le même problème. Donc j'ai essayé de regarder dans la littérature sans être exhaustif, et peut-être certains d'entre vous auront des informations complémentaires, voire un peu différentes. Au niveau des réponses évolutives au CO2, je me suis focalisé là-dessus, peut-être qu'au niveau des changements de température, il y a d'autres types de réponses. Les effets sont... il n'y a pas beaucoup d'études déjà, et ce qui en ressort, c'est de faibles effets évolutifs. La manip qui était la plus, disons, pertinente peut-être, avec 1000 générations au niveau de l'algue Chlamydomonas, a montré faible capacité d'adaptation au CO2, et ils attribuent ça à une accumulation de mutations neutres dans les gènes qui affectent le mécanisme de concentration du carbone au niveau des chloroplastes. Sur Arabidopsis, par exemple, il conclut aussi effet évolutif faible du fait du CO2. Plus dans le domaine de l'expérimentation qu'on a réalisée, une manip sur... alors je ne sais plus quelle espèce de plante, pardon. Donc ils ont trouvé dans cette expérimentation qu'il y avait au bout de 7 ans une diminution des capacités d'ouverture stomatique à faible CO2. C'est-à-dire en fait, les populations soumises à double CO2 ont perdu leur capacité d'ouvrir le stomate à faible CO2. Mais si on compare les populations
après 7 ans à double CO2, avec les populations qui ont été à simple CO2, qu'on met tout de suite à double CO2, le fonctionnement était similaire. Donc il n'y a pas eu d'amélioration du fonctionnement à fort CO2 par cette sélection. Je rappelle juste ici, c'était plus au niveau de l'adaptation au changement de température et les conclusions de Camille Parmesan, où effectivement elle concluait aussi que les effets adaptatifs seront un impact local moyen, et au niveau de l'ensemble de l'aire des espèces, les effets sont relativement faibles. Ensuite, variation de la communauté. Là, il y a beaucoup plus d'expérimentations qui ont été faites, et la conclusion un petit peu générale, c'est qu'on a une réponse idiosyncratique. C'est-à-dire que dans une expérimentation, c'est un type d'espèce qui répond, dans une autre, c'est un type d'espèce, un autre type d'espèce. Il est difficile d'avoir des conclusions, faire une synthèse, par exemple, en fonction de groupes fonctionnels. Bon, des grands groupes fonctionnels, comme par exemple les espèces C4 ou C3, dans certaines synthèses, ça semble sortir, les C3, bien entendu, répondent plus au CO2, mais dans d'autres expérimentations, il suffit de changer un petit peu la concentration en azote du milieu pour avoir exactement l'effet inverse, les C4 qui répondent plus et les C3 qui répondent pas. Une manip récente qui s'intéresse, ce qui est rarement le cas, à l'aspect microbiologie du sol. Tout le reste, c'est au niveau des plantes. Également, cette étude montre que le CO2 élevé a très peu changé la structure de la communauté fongique du sol. Alors maintenant, réponse de l'écosystème. Est-ce qu'il y a vraiment des inconvénients à faire ces manips en marche d'escalier par rapport à quelque chose de graduel? Il y a très peu de choses qui ont été vraiment étudiées par rapport à ça. Mais sauf ce papier de Lou Reynolds, un petit peu ancien, c'est de la modélisation. Ils ont simulé une variation progressive de la teneur en CO2 ici, par rapport à une simulation en palier. Et leur conclusion principale, c'est que du fait qu'il y a une compartimentation très importante du carbone dans différents compartiments du sol, et que ce remplissage des différents compartiments du sol prend un certain temps, la respiration globale de l'écosystème met un temps à se mettre en place. Par exemple, ici, vous avez l'effet sur la photosynthèse qui est immédiat. Par contre, l'effet sur la respiration globale de l'écosystème a un décalage très important dans le temps. Et de ce fait, il y a un pic d'accumulation de carbone immédiatement après la soumission en marche d'escalier de l'augmentation en CO2 par rapport à ce qui se passe en conditions progressives d'augmentation du CO2. Donc ça semble un problème majeur qui a pratiquement pas été repris par la suite. Cet article est relativement peu cité dans les expérimentations qui traitent de ces aspects-là. L'autre point qu'indiquait cet article, c'est que en conséquence de cette augmentation de photosynthèse très rapide, le besoin en azote dans un cas d'expérimentation par marche d'escalier est très très fort, alors que dans le cas d'une augmentation progressive, c'est graduel. Ça peut aller en sens inverse. Ça veut dire que si les teneurs en azote dans l'écosystème, la disponibilité est faible, cet aspect-là risque de limiter l'impact de l'augmentation du CO2. Donc on a deux mécanismes qui jouent un peu en sens inverse sur la réponse de l'écosystème au CO2. Si on prend quelques articles très récents qui font le point des expérimentations à plus longue durée sur l'effet du CO2, comme par exemple cet article de Feng et al. Qui vient d'être publié, il regarde en fonction du temps, de la durée de l'expérimentation, donc d'une année jusqu'à 11 années. Il regarde d'une part la stimulation de la photosynthèse, ici, de la productivité primaire. Donc contrairement à ce qui est souvent dit, l'effet du CO2 n'est pas temporaire, il est continu. La pente n'est pas significativement différente
de 0. Et la teneur en azote, l'azote qui s'accumule dans l'écosystème, étant plutôt en augmentation, ce qui contredit le modèle de l'UO juste précédent, et la teneur en azote dans les feuilles, dans la canopée, est stable. Donc, il y a vraiment du travail à faire par rapport à cette modélisation proposée par l'UO et cette approche en marche et à comparer avec ces expérimentations qui commencent maintenant à être un petit peu sur le long terme. Donc en conclusion, on a montré dans notre expérimentation que l'effet tampon de l'augmentation du CO2 par rapport aux extrêmes climatiques est très importante. Et dans le cas de cette expérimentation, bon, les critiques de l'UO ne s'appliquent pas parce que ce qu'on montre, c'est que quand on combine événements extrêmes et CO2, les flux restent les mêmes. Donc ce pic et ces critiques par rapport au pic qu'indiquait l'UO ne s'appliquent pas dans notre expérimentation. Les changements évolutifs sont apparemment mineurs, en tout cas par rapport à l'augmentation du CO2. Et les changements de composition des communautés peuvent être importants, mais difficilement prévisibles. Et donc cette transition en physiologie écosystème est à prendre en compte dans les expérimentations qu'on réalise en marche d'escalier. Voilà, merci.